Chers messieurs, intéressons-nous à présent au Mali et à la France, précisément les accords de défense qui liaient ces deux États. Je vous invite à présent à écouter le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, qui revient sur le cadre juridique qui encadre les relations entre le Mali et la France, bien sûr, qui repose sur 3 piliers. On se retrouve juste après. De coopération militaire est assis sur 3 piliers. Donc il y a 3 accords. Il y a un premier accord qui date de 2013, qui a permis l'intervention Serval au Mali et qui s'est transformé plus tard pour couvrir les opérations de Barkhane au Mali. Ça, c'est l'accord de 2013. Ensuite, en 2014, on a signé un traité en matière de défense entre le Mali et la France, mais qui concernait beaucoup plus la coopération militaire, la formation, tout ce qui peut entrer dans le cadre d'une coopération d'État à État. Et ensuite, plus tard, en mars 2020, on a signé un 3e accord avec la France, mais qui couvrait maintenant l'opération Takuba. Donc il s'agit des pays européens que la France a conviés pour pouvoir venir l'aider dans le cadre de la lutte antiterroriste. Maintenant, ça, c'est les 3 piliers de la coopération militaire qu'on a avec la France. Dans ce cadre-là, il faut que les partenaires se parlent. Vous avez suivi, en juin 2021, la France a décidé, après les événements du mois de mai, de la rectification au Mali, de cesser déjà les opérations conjointes avec l'armée malienne. De façon unilatérale, c'est-à-dire qu'ils ont pris la décision seuls, et le Mali a pris la décision à la dernière minute ou par voie de presse. Ce qui n'est pas normal quand on a un accord. C'est des choses qui se discutent. Ça, c'était pour nous la première violation par rapport à ça. Au mois de février 2022, vous avez tous suivi avec nous, la France a déclaré par voie de presse qu'elle mettait un terme et qu'elle retirait la force Barkhane du Mali. Sans concertation préalable, sans préavis, décision tout à fait unilatérale, sans au moins discuter avec le Mali comment ce retrait va se mettre en place, comment ça va s'organiser au moment où nous sommes tous pleinement engagés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et ça, c'est une deuxième grande violation que nous n'avons pas acceptée et que nous avons dénoncée publiquement. Pas que la France n'ait pas le droit de retirer ses forces, mais quand on a un accord avec un partenaire, le minimum, c'est de s'asseoir, de pouvoir discuter par rapport à ça. Au-delà de tout ça, on a vu aussi récemment, après la demande de ces retraits, pendant que ce retrait est en train de s'organiser, qu'il y a beaucoup de violations. Le gouvernement a identifié près de 50 violations de notre espace aérien. Et pendant ce temps, à cause des opérations militaires qui sont en cours dans beaucoup de localités, le gouvernement a décidé de mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Ça veut dire qu'il y a une zone où seule l'armée de l'air malienne est autorisée à survoler. Pour les autres partenaires, ils ont des couloirs dédiés par rapport à ça. Mais malgré cela, il y a des aéronefs qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Certains même éteignent leurs appareils pour ne pas être identifiés. Tout ça, nous avons estimé que c'était là. Donc, c'est vous dire qu'il y a une série de violations parce qu'on ne reconnaît même pas d'abord qu'il y a un gouvernement au Mali. Et bon, des militaires étrangers viennent, ils sortent, ils rentrent sans même respecter la souveraineté du Mali. Et on est dans un environnement très complexe. Donc, ces violations-là que nous avons mis ensemble, et vous avez suivi les derniers événements qui étaient pratiquement de l'espionnage de l'armée guerre du Mali sur son propre territoire. Et avant tout ça, je dois indiquer que le Mali avait déjà rappelé aux partenaires français, et comme au G5 Sahel, qu'il y avait des dispositions de l'accord de 2013 qui couvre le détachement français dans le cadre de Barkhane pour indiquer que cet accord en particulier violait la souveraineté du Mali. Parce que, bon, il y a des zones au niveau de notre territoire où même l'armée de l'air malienne n'est pas autorisée à rentrer dedans. Il y a aussi des gens en opération qui peuvent commettre un certain nombre d'actes où il n'y a aucune responsabilité. Donc le gouvernement a estimé que sa souveraineté n'était pas respectée, qu'il fallait procéder à la relecture de cet accord de 2013, qui est vraiment le gros du problème. Et nous, on a saisi la partie française de nos amendements depuis le mois de décembre.
de l'année dernière. C'est 2 mois après que nous avons reçu une réponse de la France en disant qu'on va mettre en place une équipe d'experts pour travailler ensemble. Nous, on a estimé que c'était des manœuvres dilatoires parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas eu reçu de réponse de la France par rapport à ça. Donc c'est avec l'ensemble de ces éléments que le gouvernement a donc décidé que ces dispositions, l'accord de 2013, le traité de coopération de 2014, le protocole additionnel de 2020 qui concerne l'opération Takuba, que nous allons dénoncer l'ensemble de ce dispositif-là. Mais on ne peut pas tous les dénoncer ensemble parce que les modalités de dénonciation, il faut que nos auditeurs comprennent aussi, c'est un terme juridique. Parce que juridiquement, dénoncer, ça veut dire qu'on met un terme à l'accord. On met fin à l'accord ou que l'accord cesse de produire ses effets à l'égard d'une partie, le Mali. Donc la dénonciation, c'est vraiment mettre fin. Mais pour mettre fin à un accord, il y a toujours des procédures. Maintenant, on a 2 lots d'accords. Le premier qui est l'accord, le traité de coopération en matière de défense de 2014, en son article 26 alinéa 4, indique une procédure de dénonciation qui dit que si je décide de dénoncer aujourd'hui, l'accord ne cesse de produire ses effets vis-à-vis du Mali que 6 mois après. Ça veut dire que le Mali a encore des obligations vis-à-vis de l'autre partie, mais 6 mois après, l'accord cesse de produire tout effet sur le Mali, donc à compter du 2 mai 2022. Ça, c'est pour le traité de coopération en matière de défense qui a été signé en 2014. Maintenant, l'autre deuxième élément que nous devons comprendre, ça c'est maintenant l'accord qui préside maintenant à l'opération Barkhane pour faire leur lutte antiterroriste, mais aussi à l'opération Takuba. Ce traité ne prévoit aucune disposition par rapport à la dénonciation. Mais le traité de Vienne sur le droit de traiter dit clairement, même si une convention ne prévoit pas de façon expresse une procédure de dénonciation, quand à travers le comportement d'une partie, ou quand une partie procède aussi à des violations comme nous l'avons indiqué, des mesures unilatérales qui ont été prises, nous avons absolument le droit de mettre fin à ce traité, ce que nous avons fait. Donc à compter du 2 mai, l'accord qui concerne Barkhane et l'accord qui concerne Takuba cessent de produire leur effet vis-à-vis du Mali. Donc ce sont ces 2 éléments que nous devons comprendre, et ça veut dire qu'à partir de cet instant, pas de base légale pour la France d'opérer sur le sol malien. Naturellement, ils sont en procédure de désengagement. Cette procédure peut être organisée, mais quoi qu'il en soit, quoique tout ce qui se fait dans le territoire d'un État souverain doit être discuté et convenu avec l'État qui est en place, qui, de façon tout à fait responsable, veillera à ce que les choses se fassent en bon ordre, mais se fassent aussi dans le temps que le gouvernement souhaite adéquat pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas être dans une posture d'hostilité vis-à-vis du Mali, à l'interne comme à l'extérieur, et aussi pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits de circuler librement sur le territoire malien. Et le Mali a absolument le droit d'établir des zones d'interdiction et aussi d'établir de nouveaux protocoles pour des aéronefs étrangers pour circuler sur notre territoire. Donc en résumé, vraiment, si on peut dire c'est ce qui s'est passé hier, c'est que le traité de coopération en matière de défense a été dénoncé par le Mali qui a souhaité exprimer de façon nette, parce que la procédure veut qu'on fasse une notification à la France. Hier, nous avons reçu le chargé d'affaires français. Cette notification, à travers une note verbale, leur a été remise pour indiquer l'ensemble des éléments d'information qu'on vient d'indiquer. Donc, ce traité en matière de coopération en matière de défense, dans 6 mois, cessera de produire des effets vis-à-vis du Mali. Maintenant, l'accord qui concerne Barkhane et l'accord qui concerne Takuba, il a été mis fin déjà par rapport à cela. Donc c'est ce que nous essayons d'expliquer pour que nos concitoyens comprennent cela et que le Mali est en droit, vu les violations multiples par rapport à sa souveraineté et aux dispositions de ces accords, parce qu'il y a des éléments dedans qui sont attentatoires à la souveraineté du Mali. Et je crois qu'aujourd'hui, nous souhaitons que les uns et les autres
comprennent ce qui a été décidé par rapport à cela, malgré le jargon juridique existe, mais je crois que c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui et que notre pays avancera et nous devons faire confiance à nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité du pays. Ils sont en pleine opération et le Mali continuera à garder la porte ouverte à la coopération. Des Affaires étrangères malien a souligné, a précisé que dénoncer, c'est mettre définitivement un terme et que le cadre juridique qui encadre les relations entre le Mali et la France repose sur 3 piliers, c'est-à-dire 3 accords, un accord en 2013, en matière de défense en 2014 et un accord en mars 2020. Et on précise également que les accords Barkhane et Takuba, depuis le 2 mai 2022, ont cessé de produire leurs effets sur le Mali. Dr Mbelek, ouf de soulagement ou bien? Oui, si on veut, mais c'est maintenant que les choses vont commencer. Monsieur Abdoulaye Diop était un diplomate. Donc, il utilise un langage juridique approprié et il insiste là-dessus. Mais moi, je retiendrai la souveraineté. On ne peut pas bafouer de cette façon la souveraineté d'un État reconnu dans sa souveraineté. Parce que, vous voyez, le gouvernement français traite le gouvernement de transition malien de junte, ce qui est déjà méprisant. Mais sinon, de toute façon, l'armée française en face est sur le territoire d'une autre armée. Donc, entre armées, il y a quand même des règles. Alors, est-ce que l'armée française accepterait, sous prétexte d'un accord, autant de violations que M. Abdoulaye Diop l'a déclaré sur le territoire français de la part d'une force militaire malienne? La réponse est évidemment non. Voilà. Donc, au nom de quoi le gouvernement malien devra encore, sous prétexte de juridisme, justifier quoi que ce soit. Parce que si j'ai bien compris, le gouvernement français demande au gouvernement malien de se justifier. On n'a pas à justifier. On vous a... Bon, il y a le premier accord sera vraiment caduc dans 6 mois. Bon, c'est tout. Vous prenez acte. Dans 6 mois, on ne discute plus. C'est fini. Mais dès maintenant, c'est acté que nous ne voulons plus avoir de coopération militaire avec vous. Bon, il n'y a rien à justifier. On ne peut pas rattraper ça. Du genre, trouver un argument quelconque qui fait que le gouvernement malien va revenir en arrière. Non. Il en va de la sécurité des peuples. Je dis, lorsque le gouvernement français prononce un non-lieu d'actions de son armée qui ont lieu sur le territoire malien, des civils ont été tués. Je pense à Bounty, par exemple. On dit que non, c'est un non-lieu, il ne s'est rien passé. Les civils ont été tués. On prétend qu'on a tiré sur les terroristes. L'enquête prouve que, même avec l'appui de l'ONU, prouve que ce sont des civils qui ont été tués. Ils fêtaient un mariage. C'était pour un mariage qu'ils étaient là. Lorsque, dans la zone des 3 frontières, les gens n'arrêtent pas de se faire tuer, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou alors au Niger, alors qu'il y a la présence de la force militaire française à Gossi qui n'est pas loin. Cette force militaire qui est là depuis 8 ou 9 ans, qui au lieu de produire un résultat palpable, c'est-à-dire que nous avons le nord du Mali occupé par des terroristes, on en vient à dire que même le centre du Mali est occupé par les terroristes. Rien que ça déjà. Est-ce qu'un gouvernement responsable doit poursuivre une telle collaboration? Lorsqu'on cherche un autre partenaire qui apporte plus de garanties et qui d'ailleurs, depuis qu'il est opérant sur le sol malien, aide à avoir des résultats dans cette zone des 3 frontières, par exemple, dans le centre du Mali, autre exemple, et que le gouvernement français trouve à redire, comme quoi vous traitez avec Wagner, comme Wagner est là, etc. etc. Ce qui les amène à dire qu'ils arrêtent toute collaboration dans le cas de Barkhane. Est-ce que le gouvernement malien est là pour sécuriser les Français en France ou les Maliens au Mali? La réponse est que le gouvernement malien sécurise les Maliens au Mali. La France doit sécuriser les Français en France.
Donc, qu'est-ce que le gouvernement français a à dire si le gouvernement malien trouve qu'il y a une meilleure collaboration avec un tel qui va mieux l'aider à libérer son territoire? Somme toute, la collaboration avec la France est négative. Donc, ce n'est que du juridisme que d'attendre 6 mois. Mais dans la tête, dans les actes, c'est fini. Ça ne se discute plus. C'est-à-dire que si l'armée française continue ses exactions, c'est une force d'occupation et une force ennemie. Et, comme le titre l'indique, le Mali est en droit, l'armée malienne est en droit de l'attaquer. Moi, je le souhaite, personnellement, je le souhaite. Je souhaite une attaque, c'est un combat direct entre les troupes françaises et quelle que soit la troupe africaine, même ici au Cameroun. On doit vaincre définitivement ces gens-là. C'est la meilleure façon, comme les Vietnamiens ont vaincu les Français à Dien Bien Phu. Il faut avoir vécu avec eux. Moi, j'ai vécu avec ces gens-là. Pour comprendre que ce n'est qu'en les battant militairement qu'ils vont commencer à nettoyer dans leur cerveau qu'ils ne sont plus un territoire conquis, que nous ne sommes plus leurs esclaves, qui sont là dans un pays qui est souverain, qui doit jouir de ses matières premières, de toutes les richesses que la nature lui a données et Dieu lui a données. On ne peut plus continuer à subir cette spoliation avec un franc CFA qui ne fait que, appauvrir davantage les populations, parce qu'un pays comme la France prend des matières premières pratiquement gratuitement, puisque c'est juste seulement une question d'écriture sur un compte d'opération, sans compter que même ce qu'on écrit, la matière première en question, je pense par exemple l'uranium du Niger, on la prend à vil prix. Ça ne correspond même pas au prix du marché international. Donc moi, s'il faut s'en réjouir, bien sûr je m'en réjouis, et je dis qu'il faut y aller avec détermination. Il n'y a plus de concessions à faire. D'ailleurs, je fais confiance aux Maliens pour ça. Je ne fais que rajouter ma voix pour dire qu'il n'y a pas de concessions à faire. Et que la France se le tienne pour dit. Si l'armée française continue à mener les mêmes actes répréhensibles au Mali, les mêmes actes terroristes, puisque c'est criminel, eh ben, elle doit essuyer le même courroux, la même réponse qu'on donnerait à tout autre terrorisme sur le territoire malien. Et si d'ailleurs le Mali a déjà des alliés sûrs, la Russie par exemple, mais si c'est nécessaire, le territoire malien s'étend au reste de l'Afrique. Le Mali est en droit de faire appel par exemple au Cameroun. Et je pense que nous serons très heureux d'aller aider les frères maliens à bouter dehors la France. Madame Linda Labaoui, pouvons-nous dire que le Mali s'est débarrassé d'un lot fado? Madame Linda Labaoui, vous avez la parole. Oui, je vais vous répondre. Pour moi, la France, ça fait des gens que les États-Unis veulent sortir les Français de l'Afrique. Les Français ont échoué, les Français sont indésirables, il y a un sentiment anti-français qui s'est développé, qui est très très important, tout le monde s'intéresse à la présidence française. Pour moi, ce ne sont pas les Français qui m'inquiètent actuellement. Réellement, c'est pas les Français. À un certain moment, on parlait beaucoup de la Turquie, puis bizarrement, il y a la guerre en Ukraine, les Turcs qui disparaissent. Erdogan, il disparaît de l'Afrique. Il avait prévu une tournée, donc il a disparu. Monsieur Luc Michel et moi, nous étions d'accord sur ce point, c'était le cheval de Troie des Américains. Il faut voir ce qui se passe. Il y a 6 mois, quand j'ai démarré avec vous, je parlais de la guerre froide qui est revenue, mais qui est revenue de plus belle. Le temps m'a donné raison. Il faut voir ce qui se passe. Quand je parle de la présence américaine, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce ne sont pas les Français. Les Français, c'est une question de temps. Et c'est les Américains qui vont les pousser dehors. Ils vont nous aider. Actuellement, depuis ce matin, Blinken, il est au Maroc et il essaye d'étudier le cas libyen pour stabiliser la Libye. Mais si on revient à la semaine dernière, les Américains nous ont pondu une liste, la liste des pays qui sont danger pour danger pour les Américains. Donc nous avons les Russes d'abord, les Chinois après, et puis après on passe à Al-Qaïda et à Daesh. Ce qu'ils ont oublié de dire, que c'est eux qui ont créé Al-Qaïda, c'est eux qui ont créé Daesh. Et je vous disais tout à l'heure que Daesh est revenu en force depuis 4 jours, elle est revenue en force en Libye. Et par ce prétexte,
ils vont essayer de déployer dans le Sahel. Qu'est-ce que c'est Takuba? Qu'est-ce que c'est la MINURSO? Qu'est-ce que c'est la MINURSO qui est au Sahara occidental? Qu'est-ce que c'est la MINUSMA ou la MINUSCA? Ce sont les forces de l'OTAN. Ce sont les forces de l'OTAN qui se sont redéployées après la chute de l'Union soviétique. C'est ça qu'il faut voir. Ces armées-là viennent de quel pays? Et ces pays-là sont dans quoi? Donc, pour revenir à ce que je suis en train d'expliquer, c'est que là, et souvent je le dis, là où il y a les Russes, il y a les Américains. Et la nature n'aime plus le vide. Donc le vide, c'est les Américains qui vont essayer de le combler. Je souhaite pas à nos amis, les Maliens, de tomber dans les griffes des Américains. Et je souhaite pas que ce qui se passe en Ukraine vienne chez nous en Afrique. Mais il y a un élément très important qu'il faut savoir. Les Américains, dont les sanctions, ils n'ont pas mis l'uranium. Et actuellement, les Américains, j'ai vu leurs déclarations parce que je suis un petit peu ce qui se passe quand même en Ukraine. Ils ne peuvent pas mettre l'uranium qu'ils achètent chez les Russes parce qu'ils en ont besoin. Et les États-Unis actuellement, leur réserve, elle est juste de 1%. C'est-à-dire qu'ils ont 21 jours de réserve. Si jamais la Russie décide de ne pas leur vendre de l'uranium. Et il y a plus de 50 réacteurs qui vont s'arrêter aux États-Unis. L'uranium a intéressé les États-Unis depuis les années 60. Et même, je dirais, même un peu avant, depuis les années 50. Et ils ont accentué la chose depuis les années 60. Et ils ont dit aux Français, c'est le précaré, c'est terminé. Donc ça, il faut toujours s'en souvenir. Et par rapport à ce qui est en train de se passer, les Américains, ils sont au Maroc, ils sont en train de voir comment ils peuvent sécuriser la Libye. Et pour sécuriser la Libye, eh ben, il faut qu'ils sécurisent aussi le Sahel. C'est ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, il faut retenir tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Sahel? Il y a l'Algérie, il y a le Mali, il y a on sait bien quels sont les pays qui sont dans le Sahel. Donc, il ne faut pas que nos amis maliens ignorent ce fait et ignorent ce qui est en train de se passer au Maroc actuellement. C'est très, très important pour eux. Les États-Unis ne voudront pas laisser céder la place complètement à la Russie. Ils l'ont montré maintenant, leur pire ennemi, c'est les Russes, et ils veulent à tout prix la peau des Russes. Et ils ne veulent pas de la présence russe en Afrique. L'histoire du Sahara occidental a été créée en 75 pour empêcher les Russes de rester dans le Sahel. Quand il y a eu le Safari Club, c'était pour casser l'Union soviétique à l'époque. En Afrique, tout ça, il faut s'en souvenir, il faut apprendre de son histoire. Donc les Français, c'est le coup de grâce, c'est les Américains qui vont leur donner. Mais les Américains, on sait très bien comment ils agissent. Quand on parle des armes qui sont en train de demander à tout va, à tous les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, on veut que des armes soviétiques. Et là, bizarrement, tout ce qui est en train d'exploser comme terrorisme depuis 4 jours, et j'en avais parlé, je crois 2 jours avant ou 3 jours avant, j'avais eu l'information, et ben que des Russes. Même le canal de Suez a été attaqué alors qu'il est très très bien protégé. Ils cherchent la petite bête pour se redéployer en Afrique. Moi, c'est les Américains qui m'inquiètent. Et j'espère que je me trompe, mais c'est cela qu'il faut surveiller. Je vais attendre la visite de Macron en Algérie, puisque le dossier malien est au-dessus de toute la pile. Et je vais voir qu'est-ce qui va en sortir de tout ça. Mais moi, c'est plutôt les Américains qui m'inquiètent. Du côté des Français, leur sort est joué. Les Turcs aussi, ils ont disparu, bizarrement. Mais parce que les Américains ont besoin
du gaz, ils ont besoin du pétrole et ils ont besoin aussi de l'uranium si jamais la Russie décide. Et avant-hier, Poutine a demandé la liste de tous les produits que la Russie exporte. Comme ça, lui aussi va mettre des sanctions. Et si jamais la Russie décide de sanctionner l'uranium, les États-Unis sont dans le noir. Donc, ils vont faire tout leur possible pour venir en Afrique et piller ce qu'il y a à piller. Eux, ils m'inquiètent plus que la France. Linda Labawi pour cette intervention, Dr Yantimba. La France conteste farouchement cette décision du Mali et parle, je cite, d'une décision injustifiée. Il n'y a pas eu de violation de ces accords par la force Barkhane. Je n'ai pas d'avis à donner, j'ai simplement à constater que il y a d'un côté un gouvernement qui présente des faits, et puis de l'autre, un autre qui parle, qui bavarde. Mais quelle est votre lecture de cette sortie de Paris? La France 40, et c'est tout le drame de la France. Le monde a évolué. Lorsque vous avez un ministre des Affaires étrangères qui vient sur une chaîne de télévision, enfin, il vient en public expliquer pour quelles raisons son pays a dénoncé des accords, il ne s'agit pas il ne s'agit pas de venir dire si ce ministre-là a raison ou a tort, mais il s'agit de regarder les faits qu'il présente et de vous demander s'ils sont avérés ou pas. Il est clair aujourd'hui que les faits présentés par le ministre malien des Affaires étrangères sont des faits avérés, puisqu'il en apporte la preuve, et puisque la France elle-même n'apporte rien qui fait alléguer, alors donc cela crée la véracité, entérine la véracité des dix faits. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est d'éviter de s'enfermer dans un discours guerrier, belliqueux. Et c'est ça le piège que l'Occident tend à l'Afrique. Si les Africains commencent à dire l'armée malienne, il peut y avoir un affrontement entre l'armée malienne et l'armée française, alors on focalise l'opinion sur ce genre de sujets qui ne sont pas forcément les plus préoccupants ou les plus urgents, eh bien, nous allons conduire notre peuple, lui donner la même mentalité que la mentalité, non pas forcément de tout le peuple, de tout ce que j'appelle l'ethnie européenne, c'est-à-dire en fait l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais nous allons amener le peuple à croire que nous devons prendre toutes nos ressources et les ingérer, les investir dans une guerre qui peut-être ne devrait pas avoir lieu ou pour laquelle nous n'avons pas forcément d'intérêt particulier. Je crois que ce qui est aujourd'hui le discours le plus important, compte tenu de la question de la sécurité nationale, parce que le gouvernement malien ne cesse de le dire. Tout ce dont il s'agit, c'est de la sécurité nationale du Mali. Et la sécurité nationale du Mali ne porte pas d'abord sur la guerre ou un affrontement, un engagement militaire contre la France. Non, pas du tout. La sécurité nationale du Mali, c'est d'abord de pouvoir disposer de son territoire, de s'assurer de disposer de toutes ses ressources financières et monétaires, de s'assurer que les Maliens ont tous la réponse aux 5 préoccupations essentielles et urgentes et indépassables que sont manger, s'alimenter, se nourrir, se vêtir, se loger, s'éduquer, se soigner. Lorsqu'on a tout cela, eh bien, je pense qu'on peut penser aux autres préoccupations. Refusons de nous enfermer dans ce discours qui n'a pas forcément d'intérêt pour nous. Les institutions spécialisées, que sont l'armée, la police et les forces spéciales, vont naturellement identifier, faire une cartographie des risques et va proposer des réponses à ces risques-là et faire une mise à jour continue pour que le moment venu, la réaction soit à la hauteur des sollicitations qui auront été ou de ce qui aurait provoqué tout cela. Et je crois que le Mali ne fait que ça. Vous entendrez rarement, il me semble que c'est vraiment quelque chose que le gouvernement malien ne fait pas. Le gouvernement malien n'a pas un discours qui attaque les autres. C'est un discours qui rappelle un certain nombre de dispositions juridiques. Cela fait partie de ce qu'on appelle, si vous voulez,
l'intelligence des situations. Le Mali n'est pas nécessairement en position de force par rapport au bloc occidental qui l'encercle et qui l'attaque. Le Mali est plutôt dans une situation où son objectif premier de se retrouver en guerre contre ces gens-là, mais plutôt de libérer son territoire. Naturellement, la libération de son territoire ne sera pas facile compte tenu de tout ce que nous constatons, où nous trouvons tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Libye, au niveau du général du Sahel. Lorsqu'on prend, que ce soit dans le cadre du G5 Sahel, où le Mali aurait dû prendre la présidence, mais cela a été bloqué, compte tenu de ces nouveaux mouvements de Daesh dans le désert du Sahara, et compte tenu de ce que les intérêts, un certain nombre d'intérêts nés ou favorisés par la crise ukrainienne, sont en train d'amener un certain nombre de puissances à regarder à nouveau l'Afrique. Nous savons très bien que, en fait, et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ne comprennent pas le choix du Togo, c'est que le Mali a à cœur en même temps d'envoyer un message aux Africains, reconstruire ou consolider plutôt si vous voulez, la base africaine, et rassembler de plus en plus, unir de plus en plus tous les États et tous les peuples africains pour faire face à la menace qui se profile à l'horizon. Et cette menace qui se profile à l'horizon, c'est par exemple justement que les Américains décident aujourd'hui ils n'auront pas le choix de négocier pour accéder à l'uranium, par exemple nigérien, ainsi qu'à l'uranium congolais, à l'uranium camerounais, etc. Et tout cela en essayant d'avoir un contrôle là-dessus. Mais si les Africains restent dispersés, s'il y a la dislocation actuelle demeure, eh bien nous ne pourrons pas résister à ça. Et le Mali envoie un message extrêmement intelligent de dire, écoutez, rassemblons-nous pour pouvoir faire bloc, pour que les soubresauts ou disons les problèmes qu'il y a à travers le monde aujourd'hui trouvent en Afrique un bloc uni qui est un bloc africain. La réponse qu'il s'agit d'apporter à ces allégations ou disons à ces récriminations françaises n'est pas nécessairement de leur répondre. Ils ont eu le temps de répondre, ils ont reçu une demande d'amendement, à laquelle demande ils n'ont pas apporté une réponse satisfaisante ni dans les délais qui étaient les délais convenables. Eh bien, le pays, le Mali a pris des décisions, et ces décisions-là, en matière de droit international, doivent être respectées. Maintenant, si on considère que le Mali doit pouvoir d'abord orienter sa réflexion, ses ressources humaines, ses ressources naturelles et ses ressources financières et monétaires vers une confrontation probable contre la France, il lui faut une bonne base. Et la bonne base, ce sont les 5 sollicitations fondamentales dont j'ai parlé, parce que vous n'amènerez pas ce pays à résister aux attaques de la France ou des États-Unis ou de toutes les autres forces comme Daesh ou le terrorisme, si ce pays ne s'organise pas pour que les Maliens aient de quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi se soigner, qu'ils puissent s'éduquer, qu'ils puissent se loger et qu'ils puissent finalement se sentir maliens au cœur du Mali. C'est ça le premier élément de sécurité nationale. Cet élément-là, si on ne l'assure pas, on ne peut pas du tout s'engager dans une guerre. On a vu aujourd'hui que lorsque les Russes se sont retrouvés dans des problèmes, lorsque Poutine arrive au pouvoir en 1998, quelles sont les premières choses auxquelles il s'attaque? Il ne s'attaque pas, il ne commence pas à lancer des guerres ou des opérations militaires partout dans le monde. Il commence par s'assurer que les Russes ont de quoi manger, que les Russes peuvent se déplacer sur leur territoire, que les Russes peuvent se soigner, s'éduquer, etc. Ces éléments de sécurité nationale, ces éléments primordiaux de sécurité nationale ont permis à la Russie, parce que c'est ça que ça refaire sa base industrielle. Et lorsque vous avez votre base industrielle qui est faite, des pays comme le Mali peuvent donc, même au-delà de l'importation de matériel militaire, envisager sa production locale. Ça permet de mieux tenir une guerre. Vous ne pouvez pas vous engager dans une guerre alors que vous importez la totalité de votre matériel de guerre. Il ne faut pas du tout voir les choses comme ça. Sur le plan stratégique, vous ne pouvez soutenir une guerre sur le long terme que si vous avez la capacité de produire localement, de disposer par vous-même
Et c'est ça qui soutient votre stratégie et toute la gestion de vos opérations. C'est ça de disposer par vous-même des armes minimales qui vous permettent de mobiliser votre armée et de la déployer. Vous ne pouvez pas faire une guerre sérieuse si vous importez tout. Donc, ce que moi je vois dans l'attitude du Mali, c'est de dire, d'éviter par exemple le piège qu'on avait tendu au Cameroun. Beaucoup de partenaires du Cameroun, Bakassi, a conseillé au Cameroun de déclarer la guerre ou de répondre par la guerre au Nigeria. Le Cameroun a dit non. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on commence à s'attaquer ici entre nous et de se mettre en guerre? Parce que le Cameroun avait très bien compris que ça ponctionnerait sérieusement nos ressources. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce que les conflits armés qui existent sur nos territoires prennent comme ressources, alors qu'on aurait dû les investir dans les universités, dans des projets industriels et autres types de sollicitations nationales auxquelles nous sommes confrontés. Le Cameroun a privilégié l'option juridique. Cette option juridique que le Mali privilégie lui permet en même temps d'opposer de manière factuelle à tous les peuples du monde, à tous les pays du monde, et dans le cadre dans les dispositifs internationaux qui existent comme la CEDEAO. Si le Mali s'était lancé dans une surenchère inutile contre la CEDEAO, je ne suis pas sûr que la Cour de justice de la CEDEAO lui aurait donné raison. Or, depuis lors, d'une certaine façon, cela a créé la dislocation, cela a créé la division au sein de la CEDEAO. Et c'est ça qui permet au Mali aujourd'hui de pouvoir dire à la CEDEAO, je n'ai jamais fermé la porte au dialogue. Discutons, mais vous n'allez pas nous imposer dans notre maison ce que nous avons à faire. Nous vous disons ce que nous voulons faire. Vous n'êtes pas des Maliens qui votent des dirigeants maliens. Vous êtes simplement nos partenaires internationaux avec lesquels nous constituons un espace politique et économique, lequel espace nous est profitable à tous. Donc, il est important de bien comprendre la situation la situation géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et la situation géopolitique internationale, mais également les bases de la diplomatie et les bases de la gestion d'un État pour comprendre que ce qui est prioritaire pour un État, ce n'est pas c'est pas un engagement militaire, sauf quand sa souveraineté est mise à mal, sauf quand son indépendance, sa liberté, sauf quand les éléments de sa sécurité nationale sont engagés. Donc aujourd'hui, le Mali n'a pas à avoir une rhétorique guerrière, le Mali a à rester justement sur le plan juridique parce qu'il y a des accords qui existent, parce qu'il y a des conventions qui existent, parce qu'il y a tout cela sur le plan international qui existe, mais c'est lorsqu'on l'aura épuisé. Parce qu'elle n'oublie pas ce que disait Clausewitz. La guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, tant que la politique a encore sa place, tant que les accords peuvent encore être relus ou révisés ou dénoncés, on commence d'abord par régler ça. Si vous ne réglez pas d'abord cela et que vous avez le sentiment que parce que la Russie est là, vous pouvez désormais battre la planète tout entière, vous vous trompez. On ne gère pas un État avec des émotions, on le gère avec beaucoup de lucidité, beaucoup de retenue, mais c'est les dirigeants lucides et les dirigeants qui ont de la réserve qui sont les gens les plus durs, les plus rigoureux, parce qu'en fait, ils savent où ils vont, parce qu'ils prennent le temps de savoir qu'ils ont des dizaines de millions de compatriotes, et la vie de ces compatriotes est la seule justification de leur présence, de leurs engagements, de leurs décisions, et il faudra s'assurer que demain, l'histoire dise, ils ont pris les décisions les meilleures pour ces gens-là. Monsieur Issa Diawara, pour Paris, les atteintes flagrantes à la souveraineté du Mali n'existent pas. Quel est votre avis à ce sujet? Ok, merci. Vous savez, je commence d'abord par confirmer les propos du docteur qui vient de parler quand il parle d'un souci de faire le Mali et de faire l'Afrique. Vous savez, dans l'hymne national du Mali, le mot Afrique est répété à plusieurs reprises. Donc, dans l'hymne national du Mali, vous allez voir, on dit chaque fois d'abord pour l'Afrique, ensuite pour le Mali. Donc, c'est un peu l'ADN de l'État du Mali. Le Mali a cet ADN de vouloir unifier l'Afrique. Un peuple, un but, une foi pour une Afrique unie. Et dans le dernier couplet de l'hymne national, dans le dernier couplet, vous allez voir, là où on dit l'Afrique se lève enfin, saluant ce jour nouveau. Donc le Mali a l'ADN, en tout cas dans son ADN, un combat qui tient beaucoup plus à l'unité de l'Afrique contre ces forces du mal. Sachez que le Mali a aidé l'Algérie quand l'Algérie était au combat
en tout cas face à la France. De même, Nelson Mandela a bénéficié d'une aide considérable du Mali dans son temps. Et de même que même le Lumumba a bénéficié d'un soutien du président Modibo ainsi que la Guinée du président Sékou Touré. Donc nous avons dans notre ADN le combat pour l'unité de l'Afrique. Mais par contre, là où je suis un peu peut-être sceptique ou bien autre, c'est au niveau de la dissuasion. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui, si les Occidentaux, jamais nous mangeons suffisamment ou qu'on investisse beaucoup dans la santé, ils ne vont jamais nous laisser ce temps. C'est-à-dire qu'ils nous imposent deux options. Moi, je pense plutôt qui veut la paix prépare la guerre. Si nous voulons vraiment une Afrique libre, si nous mangeons 3 fois par jour, il faut accepter de réduire cela et qu'on mange de renouveau 2 fois par jour s'il le faut. Et le reste, l'économie qu'on met à côté, il faut se réarmer rapidement. Si le Mali avait les armes de la Corée du Nord, je ne crois pas que la France allait tenter, allait s'hasarder à vouloir apporter ce genre d'intimidation. Donc il faut réussir une certaine dissuasion face à la France, face aux Américains. Qui donne mandat à la France d'intervenir? Pardonnez, il y a coupure ici. Mais qui donne mandat à la France d'intervenir au Sahel? Mais personne. Si la France intervient au Sahel, c'est parce que la France n'a pas trouvé en face d'elle une armée suffisamment puissante. On a parlé des risques de confrontation et autres. Madame Linda a dit surtout que les Américains, elle craint que les Américains viennent mettre la France dehors. Mais j'ai dit que les Américains sont là. Nous avons une base de drones des Américains qui se trouvent au Niger. Et sans les Américains, la France n'allait jamais intervenir au Sahel. Tous les renseignements dont la France bénéficie au Sahel, ce sont les Américains. Mais nous avons vu lors de l'opération Serval, des avions de combat de la France ravitaillés au vol, c'était des Américains. Jusqu'à présent, même la logistique, quand la France se désengage au Mali, il faut les Américains pour les aider à transporter tous les équipements qu'ils ont. Donc les Américains sont là, peut-être. C'est dire aujourd'hui jusqu'à quand ils sont prêts à supporter la France, à porter la France. Maintenant, le risque de confrontation, vous savez, si la France accepte la dénonciation et que là, il n'y a pas assez de risque de confrontation. Parce qu'en ce moment, la France reconnaît que sa présence n'est plus légale au Mali. Et en ce moment, cela ouvre la porte à des négociations pour le retrait de tout Français. Parce que n'oublions pas la France, et même la France est arrivée au Mali pendant une transition, c'était la transition de 2012 à 2013. Donc elle ne peut pas parler aujourd'hui, dire qu'on n'a pas des autorités légitimes. Donc ce sont des autorités d'une transition qui avaient donné mandat à la France de venir au Mali. Et c'était une lettre, ce n'était pas un accord. Maintenant, si la France accepte, là, elle négocie maintenant son retrait. Et là, la souveraineté du Mali est un peu respectée. Elle négocie son retrait. Et cela inclut quoi? La logistique, c'est-à-dire les transports. Quelle voie routière, quelle voie terrestre la France doit emprunter? Ensuite, la durée du retrait. Aujourd'hui, la France parle à peu près d'une durée de 6 mois. C'est trop. Moi, je ne comprends pas pourquoi 6 mois, du moment que la France a fait dégager 4 bases en moins de 6 mois. Pourquoi avoir besoin de 6 mois aujourd'hui pour dégager les 2 bases restantes? Donc, ça peut faire objet de discussion. Le risque de confrontation, voilà, on peut diminuer cela aussi, parce que quand il y aura des discussions, vous voyez, non seulement le retrait de la France sera sécurisé, mais aussi il faut voir dans quel état la France va accepter d'abandonner les camps, ses bases. Parce qu'il ne faut pas les abandonner dans un état ou quoi, comme ça a été le cas à Gossi. Nous livrer des bases qui sont piégées. Donc ça aussi, c'est un risque réel de confrontation. Et encore, diminuer le risque de confrontation, il faut que la France accepte de redéployer ses terroristes avec elle, qu'elle les amène ailleurs. Et c'est là aussi la crainte, c'est ce qui nous ramène au premier thème que nous avons traité ici, le cas du Togo. Parce que le Togo sait que la France est en train de redéployer certains de ses lieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se protéger de ces terroristes? Est-ce qu'il ne faut pas collaborer avec un pays qui a suffisamment d'expérience de la lutte contre les terroristes? Maintenant, en cas de non-reconnaissance, si la France s'entête dans ce qu'elle est en train de faire, c'est là qu'il y a un risque non seulement de confrontation au Mali, mais il faut parler d'embrasement de la sous-région. On a parlé de la Libye ici.
Madame Linda a dit, je sais pas, que les Américains sont en train de voir à partir du Maroc comment stabiliser la Libye. C'est bien, c'est une bonne idée, mais moi je ne crois pas que la stabilisation de la Libye c'est pour demain matin, puisque les Occidentaux, pour stabiliser la Libye ou bien le Sahel, revient à faire quoi? Stabiliser la Libye pour eux, c'est ramener la Libye carrément dans leur giron. Quand on demande, on leur dit de stabiliser le Sahel, pour eux le Sahel doit être à la merci de la France. Ça doit être dans leur giron et non entre les mains de et non en collaboration avec la Russie, l'Algérie ou bien la Chine. Donc c'est un peu ça quand ils disent stabiliser. Pour eux, on ne stabilise jamais sans eux. C'est pourquoi il urge pour nous d'atteindre un certain niveau de dissuasion, ce qui est très important. Donc, à cas de non-reconnaissance de cette dénonciation faite par le Mali, donc là, le risque d'affrontement est beaucoup plus élevé, parce que là, il y a carrément atteinte à la souveraineté du Mali. Et dans ce cas, il faut voir les forces en présence. C'est pourquoi j'ai parlé de la déstabilisation de la sous-région. L'arsenal militaire du Mali aujourd'hui, vouloir s'attaquer à un tel pays, si le Mali gagne, là encore tant mieux, c'est très bien. Mais si le Mali se retrouve très fragilisé, dites-vous qu'il y a un risque de retrouver les armes un peu partout. C'est ce qui s'est passé en Libye. Kadhafi avait amassé suffisamment d'armes. Et nous sommes victimes de cette guerre de la Libye. Il faudra en ce moment évaluer les forces en présence. De l'autre, vous avez Mali, vous avez l'Algérie. N'oubliez pas que l'Algérie avait abattu des hélicoptères français. À l'époque, quand Gaïd Salah était encore là au pouvoir, quand il avait en tout cas la gestion de la transition algérienne de façon militaire, donc, et que la France a fait croire à une coalition de ces deux hélicos. Donc ce n'était pas une coalition de deux hélicos, c'était carrément, c'est l'Algérie qui avait abattu ces deux hélicoptères. De l'autre, il faudra voir le Mali, l'Algérie, la Russie, la Chine et tous leurs amis. De l'autre côté, il faudrait voir la France qui est déjà assistée par les Américains et sur qui la France va s'appuyer. La France va sans doute s'appuyer sur les États du G5 Sahel. Et là aussi, ces États-là, le Mali est téléphone. Donc entre eux, ils sont un peu coupés. Et le risque, c'est quoi? Le risque d'une confrontation avec la France, c'est que il risque d'avoir il y a une risque d'implosion de l'UEMOA ou même de la CEDEAO. Je vois souvent dans les commentaires des agents de l'autre là, de M. Adou, dire que c'est pas parce que le Mali est dans le problème, il faut traîner la Côte d'Ivoire dans un problème ou bien le Niger. Mais le Mali n'est pas dans un problème, le Mali est en phase de solution, le Mali est en train de sortir du problème. Ce sont eux qui sont dans le problème, ceux qui ne le comprennent pas. Puisque le Mali est en train d'échapper déjà à l'occupant, de sortir des griffes du lion. Mais chez eux, ils ont encore les agents des Occidentaux à leur tête, à la tête de leurs États. Donc c'est pas la même chose. Donc comprenez que les risques de confrontation, ces risques-là sont réels. Ils sont réels, mais elles sont encore plus considérables quand la France refuse de reconnaître la dénonciation faite par le côté du Mali. Mais si la France reconnaît cette dénonciation, là il y a moins de risques. Parce qu'en ce moment-là, il faut tout négocier. On négocie ensemble le retrait de la France. Aujourd'hui, et cela épargne à la France de faire dédouaner certains de ses équipes. Non seulement la base militaire française qui est à Gao est presque complètement encerclée, mais la France n'a pas les moyens de faire entrer d'autres matériels au Mali. Ça, c'est une difficulté. Parce que sa présence est considérée illégale. Si elle doit faire entrer même une seule aiguille, elle serait obligée de la dédouaner. Donc, merci. Monsieur Yero Bokoum, l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand, au cours d'une interview avec des journalistes français, a déclaré, je cite, « Ce qui est prouvé, c'est qu'il y a des vidéos claires de fabrication russe qui sont présentes sur les réseaux sociaux maliens et qui accompagnent chaque fois toutes ces décisions et dont le régime anti sur le thème du ressentiment anti-français. C'est le fond de commerce. » Fin de citation. Quel regard portez-vous sur ces affirmations de l'ancien ambassadeur de France au Mali?
Activez votre micro. Nous vous prions d'activer votre micro, Monsieur Yeroboko, mais nous... Oui, attendez, voilà, maintenant. Voilà, nous vous entendons. Vous avez la parole. D'accord. Avant que M. Nicolas Normand ait fait cette citation, il avait déjà fait une citation préalable. C'était quoi cette citation? Il avait dit que les Français se sont laissés piéger par les autorités maliennes. La France d'Emmanuel Macron est laissée piéger par le gouvernement de Dr Choguel Fokala Maïga. Vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Nous allons permettre à un intervenant qui est au bout du fil depuis quelques minutes de prendre la parole. Bonsoir, bienvenue au mairie panafricain des Premières Dames. Votre vote d'une Première Dame avant toute contribution. Bonsoir. Je vote pour Madame Théodora. Bonsoir Madame. Je vote pour Madame Théodora et Madame Assimi Soda, le gardien du Niger. Je suis très ravi et très content que Madame étrangère de Mali a fait une brillante déclaration qui donnait toute la vérité sans chercher à faire des approbations. Il a dit la vérité et rien que la vérité et mettre le monde entier en témoignage de ce qui... Écoutons. Alors, on a notre intervenant au bout du fil, le temps que cet appelant puisse mieux fixer tout, si tout est OK avec cet intervenant. On va prendre notre intervenant. Monsieur Peter, bonsoir et bienvenue. Votre vote d'une Première Dame avant tout. Alors? Bonsoir. Vous votez pour une Première Dame avant toute contribution. Nous vous prions. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas eu de retour, mais je vais quand même parler sur mon temps. Je salue tous vos invités, deux éminents, docteur, je parle du professeur Bélec, et puis qui sont sur le réseau, Madame Linda. Et puis, je vais voter la Première Dame de Centrafrique, de Cameroun. Je vais voter aussi Première Dame symbolique du Mali. Je vais m'arrêter ici. Il y a quelque chose de très important qu'on doit comprendre dans ce jeu de souris, comme on dit en français, chat et puis les souris entre la France et le Mali, parce que j'avais discuté comme ça une fois avec des amis et j'ai compris quelque part que il y a une forme de hypocrisie de la France qui fait des non-dits sur le pourquoi exactement il ne veut pas quitter le Mali, mais en même temps, pas derrière, il y a des formes de négociations qui se font entre le Quai d'Orsay et le palais de Bamako. Donc c'est un peu les règles des jeux diplomatiques et ce qu'ils appellent la diplomatique underground. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire, même si les antennes, c'est pas très correct. Mais par contre, on sait maintenant que M. Assimi Goïta a les cartes en main, parce que c'est lui maintenant, comme dans le poker menteur, qui a le blend. Donc, si on veut voir le profondeur de la situation, moi, je peux dire, tout de suite, non, on ne va pas partir vers la confrontation. C'est vraiment pas le souhait de Paris de mettre en mal l'armée française, qui pourrait, selon moi, se faire humilier, et ça va être vraiment un gros couac. J'avais dit une fois dans vos émissions que ce qui s'est passé réellement au Mali par rapport à la présence des djihadistes et également les attaques des djihadistes sur des positions dans les territoires maliens, d'après les renseignements, c'était en fait un armée, France fait comme les États-Unis ont fait avec toutes les guerres qu'ils ont menées un peu partout au Proche-Orient et le Golfe Persique. Pour vendre les armes, il fallait tester de nouvelles armes. Et les clients, c'était Qatar, c'était Saudi Arabia. Il y avait aussi d'autres pays
européens qui étaient intéressés par la nouvelle production de Dassault et de IEDS. Donc, c'était des tests des armes qui étaient effectués et il fallait faire perdurer ce conflit pour démontrer la puissance de la mémoire française, y compris des drones qu'ils ont eux-mêmes créés, qui, unfortunately, ont eu de gros problèmes au Niger sur le sol du Niger. Donc, voilà en fait de vrais enjeux qui sont cachés, qu'on ne sait pas. Tout le reste, c'est la diplomatie et puis c'est le blabla. Parce que pour moi, M. Assimi Goïta est trop sage et je crois, je peux confirmer, qu'il a quand même étudié un peu les cours du professeur entre griffes, Poutine, dans le cadre du jeu d'échecs, comment faire tomber un système et comment contourner un système et comment faire perdurer pour pousser l'adversaire à se découvrir, comme aujourd'hui les États-Unis ont montré le vrai visage derrière le conflit avec l'Ukraine. La Grande-Bretagne, pareil. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui, en dessous, négocient le pétrole, négocient l'énergie, tous ceux qui fournissent des armes, par derrière demandent le carburant ou le gaz. Voilà en fait l'enjeu du Mali. Et la France, comme elle est dans une forme de égo très démesuré, elle ne peut pas ouvertement baisser les chines parce que c'est le colon qui doit toujours écraser l'indigène. Mais là, elle se trouve dans une situation où M. Assimi Goïta est capable de durcir le ton et obliger Paris à céder et peut-être même céder en partie. Et comme on dit en français, tous les, je sais pas très bien parler comme ça, mais il va céder tous les contrats contenus dans les accords qu'ils ont eu avec le Mali et puis se contenter simplement un partenaire apparence. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Très bientôt. And bye. Monsieur Peter, pour les différents votes ainsi que cette contribution au cadre de ce programme Mérite panafricain des premières dames. Un autre intervenant au bout du fil. Alors, le temps de permettre à tous ces intervenants de mieux se positionner, on va le dire ainsi, afin de mieux les recevoir sur ce plateau. On va remettre la parole à Monsieur Yero Bokoum. On a un autre intervenant, Monsieur Yero Bokoum, le temps de patienter encore quelques petites minutes. Un autre appelé au bout du fil, bonsoir. Votre vote et votre contribution pour ce programme. Dans les accords. Et puis je comprends je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. À bientôt. And bye. Le temps que cet intervenant puisse mieux se positionner pour qu'on puisse le recevoir sur ce plateau, on va remettre la parole au journaliste Yero Bokoum pour son analyse concernant sa grille de lecture concernant cette sortie de l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand. Je vais revenir sur mon propos que j'avais avancé. En fait, Nicolas Normand, avant cette citation, il avait parlé, il avait la gestion de la crise malienne pour donner son point de vue. Il citera que Emmanuel Macron et son gouvernement sont tombés dans les pièges du gouvernement du docteur Chouben-Kou Kalamaya. Qu'il fallait que la France ne devrait pas réagir de telle sorte pour ne pas perdre la main sur le Mali. Je vais vous rappeler une petite histoire sur le Mali. Vous savez, le Mali, c'est un pays de révolutionnaires, en fait. C'est pour cela que les Français ont tout fait pour empêcher le Mali d'accéder à la mer. Donc, toutes les prises du pays de l'Afrique entière ont été pratiquement les plus faciles pour les Français, sauf le Mali. Le cas du Mali a été un cas extraordinaire, un cas où ils se sont beaucoup battus, il y a eu beaucoup d'échanges dans cette histoire de conflit pour pouvoir prendre le Mali comme colonie. Donc, et pour terminer, et pour continuer, pour continuer les propos, tous ces trucs-là, le ministre Diop a été bien précis par rapport à ça. Ces problèmes sont venus avec les lectures de l'accord de 2013 qui a enclenché tous ces problèmes aujourd'hui que subissent le peuple malien et que subissent l'Afrique. Donc, face à cette situation,
comment dirais-je, entendu qu'il y a, comment dirais-je, de propagande ou pas propagande, le Mali quand même reste sur sa position qui est de faire sortir le peuple aujourd'hui et de toute l'Afrique par rapport à cette situation et par rapport à cette crise que la France met de pression par rapport sur le Mali. Donc voilà un peu mon analyse par rapport à cette situation, ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci pour cette intervention, Monsieur Yeroboukoum. Vous êtes journaliste. Beaucoup d'appelants se sont multipliés au bout du fil. Un appelant. Monsieur Jeff, bonsoir. Votre contribution et bien sûr votre vote de prime abord. Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé parce que c'est pour ça que j'ai appelé. Parce que présentement, ce que, comment dirais-je, les choix que les Maliens ont fait, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et prendre le président togolais pour être un médiateur entre le Mali et la CEDEAO, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'un monsieur, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Combien d'années il est au pouvoir? Combien d'années les Togolais sont en train de souffrir? C'est quel développement qu'il apporte au peuple togolais aujourd'hui pour que lui soit médiateur? C'est-à-dire que c'est par manque de chiens qu'on prend un chat pour l'avoir à la chasse ou quoi? Mais disons, s'il n'y a pas de chien, on laisse comme ça sans aller à la chasse. De prendre des choses comme un monsieur comme ça pour être un médiateur sur comment dans un conflit que tous les Africains aujourd'hui on le regarde vers le Mali pour prendre un monsieur comme ça. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être les Maliens ils vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi, ils ont fait ce choix. Ils vont nous expliquer. Parce que c'est ça qui fait toujours on est découragé des Africains. Parce que où on les attend, on ne nous emmène pas là-bas, ils nous emmènent toujours à l'abattoir. Mais ce monsieur, il est mal placé pour qu'il soit médiateur aujourd'hui de la CEDEAO. Parce que lui-même, il a des casseroles, il traîne des casseroles dans son pays. Il a des prisonniers politiques qui sont là. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui sont barricadés comme en Côte d'Ivoire, qui ne vont pas réagir. Alors moi, je ne sais pas pourquoi les choses... Non, parce qu'ils l'ont pris, ce sont les... pour qu'ils négocient avec les chefs, pour endormir les Maliens. Mais c'était là, c'est pas les Maliens seulement qui vont négocier, qui vont discuter avec ce monsieur-là. C'est tous les Africains. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons nos regards vers le Mali. Donc, vous qui êtes là, il fait ce, comment dirais-je, il prenait les médiateurs de merde là pour régler un problème. Il n'est plus national, c'est un problème international. Parce que le regard aujourd'hui des Centrafricains et des Maliens est dans la... C'est-à-dire que c'est quand vous sortez de là, toute l'Afrique sera libérée. Alors vous ne jouez pas. Ne jouez pas avec ces histoires de faire dormir des gens où on vous attend toujours pour les envoyer à l'abattoir. Nous, on n'est pas dedans. Donc, le jeune qui vient de parler tout à l'heure, le jeune Malien qui est sur le plateau, parce qu'ils sont deux là, l'autre qui est en chemise blanche là. Parce qu'il faut qu'il explique pourquoi ils ont pris ce monsieur-là. Il nous éclaire pourquoi ils ont pris ce monsieur-là pour être intermédiaire. Même s'ils ont chassé le Nigeria, moi je suis d'accord qu'on le chasse, mais en enlevant cette place, le monsieur-là qu'on doit mettre à la place de celui qu'on a chassé. Donc, il aura bien réfléchi. Ce n'est pas des hommes qui manquent en Afrique pour faire ce travail-là. Ce n'est pas des gens qui manquent en Afrique. Ce n'est pas besoin d'être président pour être un médiateur. Donc, à vous, les Maliens, de réfléchir et nous donner la suite. Merci, je m'arrête là. Cette contribution, merci pour cette contribution dans le cadre de ce programme. Merci pour cette contribution dans le cadre de ce programme. Retour plateau, Dr Yantimba. Comment expliquer cette contestation farouche de Paris? Pas toujours contester cela. En réalité, nous avons une connaissance aujourd'hui claire de ce que la France fait, si vous voulez, au Mali et dans le Sahel et en Afrique. Mais restons spécifiquement sur le cas malien.
Paris va toujours contester tout ce qui va dans le sens de du recouvrement de la souveraineté, non seulement du Mali, mais de tout autre pays africain. Et de manière générale du peuple africain. Mais il ne s'agit pas seulement de Paris, il s'agit en réalité de l'ethnie européenne. Tout ce qui, à chaque fois qu'un peuple en dehors de l'Europe voudra recouvrer sa dignité, sa souveraineté, sa liberté, son indépendance, l'ethnie européenne va, en tout cas l'élite de l'ethnie européenne va contester cela. Parce que il faut bien comprendre comment l'Europe est organisée. Mais je laisse, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais donner la structure générale. Il faut savoir que la révolution industrielle a créé en Europe une organisation de la société qui est essentiellement subdivisée en deux classes. Vous avez la classe des capitalistes, ceux qui détiennent les moyens de production et qui ont donc la base, qui sont donc propriétaires de toute cette base industrielle dans la production des biens et services. Et vous avez de l'autre côté tous les autres qui sont tout simplement la force de travail, qui peut être physique, intellectuelle ou tout ce qu'on voudrait, et qui participent donc de cette production des biens et services. Ceux qui dirigent l'Europe ne sont pas en soi une classe en tant que telle. Ceux qui dirigent l'Europe sont les marionnettes de ceux qui sont... La bourgeoisie occidentale, c'est elle qui installe au pouvoir qui elle veut pour que la personne défende au mieux ses intérêts. Il est évident qu'il y aura toujours contestation de la part de la France et de l'ethnie européenne de manière générale, parce que en fait, à un moment donné, cette élite européenne a décidé pas seulement d'exploiter son propre peuple, mais d'exploiter les autres peuples du monde. C'est ça qu'on appelle l'impérialisme, c'est-à-dire en fait la partie internationale de, si vous voulez, de l'exploitation capitaliste. Quand vous avez cette structure-là, vous comprenez très bien que l'Europe, l'ethnie européenne ou l'élite de l'ethnie européenne s'est introduite en Afrique et dans le reste du monde pour exploiter deux choses. D'abord pour exploiter la force de travail et les capacités intellectuelles des autres peuples, mais également pour exploiter les matières premières de ces peuples-là et transformer tous ces peuples-là en un vaste marché mondial qui lui est ouvert, auquel il accède, ou cette élite-là, auquel elle accède facilement, sans aucune barrière, et pour pouvoir s'enrichir de plus en plus. Le problème, c'est que à un moment donné, les peuples arrivent à dire, mais non, ou comprennent le principe. Et le système capitaliste, en fait, c'est celui-là, c'est lui qui est rejeté. Les Européens ont parfois tendance à croire que les Africains les détestent, etc. Et l'élite européenne a bon dos de dresser ces peuples-là contre les peuples africains en disant, oui, mais il y a un ressentiment contre vous. Mais non, il n'y a pas de ressentiment. En fait, le combat que mènent les Africains est un combat universel. C'est le combat du refus d'une exploitation des peuples qui n'ont pas droit au salaire décent, qui n'ont pas droit aux conditions de travail décentes, qui n'ont pas le droit de pouvoir couvrir les droits fondamentaux, se nourrir, se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Alors, c'est ça le combat de l'Afrique. Tout ce que le Mali fait là, c'est pour garantir en fait ces droits fondamentaux à son peuple. Et c'est une interpellation du reste du monde. C'est ce que la Chine a réalisé par la création du Parti communiste en 1921 et puis l'indépendance de la Chine communiste actuelle en 1949. C'est ce que la Russie de Poutine réalise depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que bien avant la Russie de Poutine, la révolution bolchevique de 1917 tentait de réaliser. C'est ce que les Oumyobé voulaient réaliser, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Amilcar Cabral, les Samora Machel, les Agostinho Neto. C'était ça leur combat, c'est ce que Sankara voulait réaliser. Et donc, vous constaterez que toutes ces personnes dont j'ai cité les noms ont toujours été des gens contestés. C'est ce que les Ben Bella, j'allais oublier l'immense Ben Bella en Algérie, c'est ce que ces gens-là ont voulu réaliser, c'est ce que Kadhafi a réalisé en Libye. Donc,
il y aura toujours cette contestation. Mais c'est normal, c'est la réelle politique, c'est ça le système capitaliste, et les choses se passeront toujours de cette façon. Aujourd'hui, il s'agit donc pour les peuples africains, pour les États africains, de pouvoir s'unir. C'est ça que Kwame Nkrumah leur demandait, l'Afrique doit s'unir. En s'unissant, nous allons pouvoir construire l'État confédéral africain. Et l'État confédéral africain est la garantie la plus sûre contre l'exploitation sauvage dont l'Afrique est victime aujourd'hui. L'exploitation de ces hommes depuis 600 ans, l'esclavage, la colonisation. « 1884 » et les Africains doivent être absolument lucides qui ont là. Donc le fond du problème n'est pas d'avoir déjà une vision entre nous. Le fond du problème, quels sont venus exploiter nos ressources humaines et quels sont ceux qui sont venus exploiter nos ressources naturelles. Parce qu'au fond, quand on a cité ces deux choses, on a touché deux éléments de la triptyque de l'économie. Les ressources naturelles, les ressources humaines et le capital. La seule chose que les êtres humains ont créé, c'est le capital. Donc, nous devons, chaque fois que nous nous interrogeons sur les réactions de l'ethnie européenne et surtout de son élite, nous poser la question de savoir qu'est-ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu ici, c'est leur accès aux ressources naturelles. C'est leur accès au fait que l'Afrique, qui a exporté l'année dernière 30 milliards de tonnes de matières premières sur les 90 milliards que le monde a exporté, n'a reçu que 3,4% du PIB mondial. Alors que grâce simplement, c'est-à-dire sans aucune transformation, grâce simplement à cette exportation de matières premières, 33% des matières premières exportées l'année dernière dans le monde, eh bien l'Afrique aurait dû être autour de 15%, 20% du PIB mondial. Ce qui ferait de l'Afrique la première puissance économique du monde, parce que les États-Unis et la Chine sont autour de 10-11%. Mais si l'Afrique transformait ne serait-ce que la moitié de ces matières premières, l'Afrique aurait autour de 40% du PIB mondial. C'est ça qui est en jeu. Et c'est ça l'objet, ou si vous voulez, la base de la contestation de tout ce qui se fait au Mali. Parce que ce dont tu as peur, et j'ai lu un entrefilet dans RFI, c'est que ce dont la France a peur aujourd'hui, et ce dont l'Europe a peur aujourd'hui, c'est si le Mali réussit, ça va créer un effet domino. Et si on a cet effet domino, l'Europe, la France et l'Europe qui possèdent carrément l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA et la CEMAC via le franc CFA vont perdre en réalité tout ce qu'elles gagnent ici. Je rappelle, pour chuter à nos téléspectateurs, que la France a investi depuis pratiquement 5 ans autour de 0,5 à 0,6% de ses investissements directs étrangers dans ces deux zones. Alors que, et donc elle consacre 99,4% au reste de l'Afrique. Mais de cette zone-là, elle tire 500 milliards d'euros via le mécanisme du franc CFA, alors que le reste de l'Afrique, ses investissements ne lui rapportent que 28 milliards d'euros. Et quand vous observez tout ça, vous comprenez très bien pourquoi la France ne peut pas, estime qu'elle n'a pas à répondre au Mali, et vous comprenez pourquoi les Américains, eux aussi, se demandent pourquoi ils vont laisser une telle manne à la France et à l'Europe, à l'eurozone, tout seul, alors que ils pourraient partager. C'est pour cette raison que le Mali, avec une intelligence très subtile, suivant en cela ce que Kadhafi et Paul Biya voulaient faire et tous les autres chefs d'État africains qui avaient adhéré à l'initiative du Fonds monétaire africain et de la Banque centrale africaine et de la Banque d'investissement africaine et du projet des États-Unis d'Afrique depuis d'ailleurs la renaissance africaine, depuis le panafricanisme des premiers instants avec les Marcus Garvey. Eh bien, c'est ça que le Mali remet sur la table. Dire les Africains, réunissons-nous, formons un bloc. Grâce à ce bloc-là, nous allons pouvoir nourrir convenablement, satisfaire les besoins de notre population, mais parce que nous sommes l'aîné du monde, nous pouvons apporter le soutien qu'il faut à tout le reste. C'est pour ça que le Mali ne ferme la porte à aucun partenaire et permet donc à tous les autres peuples de comprendre ce message et de comprendre que l'Afrique n'est pas là contre quelqu'un. L'Afrique est là pour la vie, pour l'humanité et pour le bien-être de tous. Et alors, dans le même sens, s'inscrivant dans la même veine, M. Aboubacar Siddiq Fomba, qui est membre du gouvernement en place au Mali,
a souligné ici la libération, pas seulement du également de toute l'Afrique, et a souligné des enjeux majeurs derrière cette rupture des accords de défense en parlant de 3 types de souveraineté: la souveraineté militaire, la souveraineté monétaire, mais également la souveraineté linguistique. Docteur Bélec, le Mali est-il en train de donner une leçon de droit international public à la France à travers cette décision de rupture définitive des accords de défense? Oui, je dirais, il faut qu'il continue dans ce sens-là. Et moi, je pense que c'est... Moi, en tout cas, moi, Jean-Paul Bélec, je suis pour la rupture radicale. Moi, j'ai vécu longtemps en France. Je suis une rupture radicale. Il n'y a même pas à discuter 2 secondes s'il faut avoir pitié des uns et des autres. Ils ont eu pitié de nous. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Les leaders nationaux assassinés ici au Cameroun, on a plein. Dernier en date, j'étais déjà né, c'était pas votre cas, vous. Ernest Ouandié, fusillé en 1971, avec la complicité des Français. Apparemment, c'était même une condition, j'ai appris ça d'autres années, une condition pour la venue au Cameroun de M. Georges Pompidou. Voilà. Donc, Mitterrand, on sait ce qu'il a fait par la suite. Finalement, ils ont assassiné Kadhafi, qui était quand même pour cette unité africaine. C'est un leader important qu'ils ont assassiné. Et même Idriss Déby, il n'y a pas si longtemps. Donc, moi, je pense qu'on n'est pas là pour plaisanter, quoi. Si c'était le cas, la première humanité du monde, c'est l'humanité africaine. Donc, tout le monde doit du respect à l'Afrique. Est-ce que les Occidentaux, les Français, le font? Non. Alors, pourquoi on va donc essayer de les ménager? On leur demande... La leçon, oui, la question, je vais donc rester sur le Mali, puisqu'il faut prendre le point de vue du Mali. La leçon magistrale que donne le Mali est louable, elle est souhaitable pour tous les pays africains. Et il faut que ça fasse effet domino, effet boule de neige. Et je dis que, pour ce que je vois, soit la France, elle se retire tranquillement, sinon c'est la deuxième hypothèse de M. Diawara, à savoir confrontation directe. Et ça me fait pas peur. Attendez, c'est des humains comme nous. C'est dans cette confrontation que nous allons justement apprendre à fonctionner correctement. On va apprendre aussi à ne plus penser avec un logiciel implanté par ces gens-là à travers l'éducation coloniale et néocoloniale. Bon, donc je vais pas être long là-dessus parce que je suis pas là pour confronter les points de vue des uns des autres. Je suis définitivement devant être libre. Et le Mali en donne l'exemple que nous sommes derrière. Voilà. Madame Linda Labari, s'achemine-t-on vers un accrochage entre les forces armées maliennes et l'armée française? En quelques minutes, s'il vous plaît, nous nous rapprochons terriblement de la fin de ce programme, on va le dire ainsi. Nous sommes plus forts, c'est ça. Ils chercheront pas la confrontation. Ils sont pas capables. Nous, les Africains, nous avons libéré la France. Et nous sommes battus pour la France lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Seconde Guerre mondiale, ça il faut pas l'oublier. Donc ils chercheront pas une confrontation et ils sont loin de la confrontation. Voilà. Mais je voudrais dire à notre ami sur Zoom, Kidal nous est très cher, à nous les Algériens. C'est la ville de Kidal qui nous a permis d'ouvrir un front et de libérer le Sahara algérien et de conserver l'intégralité du territoire. Et c'est pour ça que nous n'oublierons jamais, et ça m'a été transmis par mes parents, et je l'ai transmis aussi à mon fils et à mes neveux. Il faut jamais que les Algériens oublient Kidal, et oublient les Maliens, et ce qu'ils nous ont offert. Une question vous est adressée. S'achemine-t-on vers un accrochage entre les FAMA et l'armée française? Alors, le temps que Issa Diawara puisse se connecter et pouvoir nous recevoir, Yero Bokoum, s'achemine-t-on vers un accrochage entre FAMA et armée française? Yero Bokoum, vous avez la parole. Un petit souci de connexion du côté du Mali avec Yero Bokoum
Et Issa Diawara, Dr Yantimba, peut-être en quelques mots, s'achemine-t-on vers un accrochage entre les FAMA et l'armée française? Alors, je pense que c'est pas quelque chose qui devrait être notre première préoccupation. Je dis encore que nous devons éviter de nous enfermer dans le discours belliqueux qui est toujours celui que préfère l'ethnie européenne. Nous, c'est pas notre mode de vie. L'ethnie européenne. Oui, l'ethnie européenne, c'est un concept que j'essaie de faire passer depuis quelque temps. L'ethnie européenne est constituée des Européens qui vivent en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Océanie, dans essentiellement la diaspora européenne. C'est une ethnie. Et quand vous regardez leur comportement grégaire, et la crise en Russie nous l'a montré, dès que l'un est attaqué, tous les autres suivent. C'est ça qu'on appelle une ethnie. Et du coup, ils ont une élite qui est l'élite capitaliste. Et cette élite capitaliste veut enfermer le reste du monde dans un discours guerrier, dans un discours belliqueux que nous ne devons pas du tout accepter. Les objectifs du Mali ne sont pas d'aller faire la guerre à l'armée française. Le Mali serait bien heureux de pouvoir libérer son territoire rapidement, de relancer les grands projets agricoles, industriels, relancer par exemple la production de l'or, la transformation du coton, l'exploitation de l'hydrogène pur, etc., etc. Voilà ce qui est le plus important pour le Mali. Et compte tenu de l'expérience qu'il est en train de vivre aujourd'hui, de démarrer la production locale de l'armement le plus sophistiqué et tout au moins le plus courant. Je crois que une confrontation comme élément de réflexion importante, permanente, comme si nous sommes focalisés dessus et c'est quelque chose d'inévitable, ce n'est pas ça la préoccupation du Mali. Par contre, si la France ne libère pas le Mali, si elle ne dégage pas ses bases militaires, et si elle ne cesse de survoler le territoire malien, et donc d'atteindre, de faire un storm d'atteinte, de commettre un storm d'atteinte, le Mali sera bien obligé de réagir. Sauf que je dis encore, nous devons rester qui nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on parle très fort, ce n'est pas parce qu'on menace tout le monde, ce n'est pas parce qu'on promet la mort à la paix qu'on est le plus fort. Très souvent, le plus fort, il est très calme. Il y a dans chaque pays, et le Mali a effectivement cette organisation-là, des aides spécialisées pour identifier ce genre de risque, pour élaborer, formuler les réponses les plus efficientes à ce genre de risque, pour les mettre à jour quotidiennement. Et l'armement nouveau du Mali aujourd'hui vient du travail de ces institutions spécialisées. Donc le discours officiel du Mali ne peut pas être celui-là. C'est un discours qui est un discours de gens bien, qui est un discours de gens civilisés, qui est un discours de gens diplomates, qui est un discours de géopoliticiens affûtés, et qui est un discours politique. Et le discours politique n'est pas un discours de destruction, n'est pas un discours guerrier. Le discours politique est un discours de mise en ordre. C'est un discours de construction. C'est un discours qui construit des ponts, pas un discours qui construit des murs. Et ce discours-là, détrompez-vous, ne signifie pas du tout que les Maliens sont tellement naïfs qu'ils n'envisagent pas une éventuelle confrontation avec l'armée française. Mais ils n'en parlent pas. C'est pas ça qui est important. Et croyez-moi, différents scénarios ont déjà été élaborés. Et ces scénarios qui ont été élaborés correspondent à un certain nombre d'éléments qui engagent donc les ressources financières du Mali, les ressources humaines du Mali, mais également le lien que tout cela peut avoir avec les stratégies de développement du Mali. Donc, ils ne vont pas venir, aucun dirigeant sérieux ne vient en public dire « nous allons faire ci, nous allons faire ça ». Non. Mais, ça fait des mois que nous disons sur ces plateaux, il va y avoir une escalade. Et cette escalade-là va conduire forcément la France hors du Mali. Nous le voyons aujourd'hui. Il reste 2 ou 3 bases libérées à démanteler au Mali.
Et le Mali a pris la peine, et j'en suis très heureux, de dire que toutes les bases qui ont été démantelées à ce jour ne devront plus être occupées par l'armée du Mali, mais devront d'abord faire l'objet d'un check-out, d'un check-up minutieux pour s'assurer qu'il n'y a pas d'armes cachées, les bombes, les mines, des charniers, des choses de ce genre, et s'assurer que c'est des espaces propres. Donc, aujourd'hui, confrontation avec l'armée française, ce n'est pas nécessaire de se mettre à ergoter dessus, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, et ce pourquoi les assises nationales ont eu lieu, c'est la question essentielle qui a été posée. Comment on développe le Mali? Parce que développer le Mali a un préalable, c'est de recouvrer la souveraineté sur la totalité de l'espace du territoire malien. Est-ce que les Français vont respecter les accords? Mais on leur laisse le temps de montrer qu'ils vont les respecter ou ne les respecteront pas. Dans le cas où ils ne respectent pas ces accords, mais à ce moment-là maintenant, il y a, croyez-moi, des réponses à différents scénarios qui ont été élaborés. Et je ne suis pas tout à fait sûr que c'est dans l'intérêt de la France de se retrouver confronté à l'armée malienne. Parce qu'une telle confrontation a deux issues possibles. La défaite ou la victoire. Mais il sera très difficile à ce jour de parier sur une victoire française lorsqu'on sait que le Mali recevra automatiquement le soutien de la Russie, au-delà de ce qui se fait là maintenant, en termes d'hommes, en termes de matériel et en termes même de soutien international, que le Mali recevra automatiquement le soutien de l'Algérie, que le Mali recevra très certainement le soutien du Burkina Faso, de la Guinée, et que le Mali risque de recevoir le soutien de pays dont on ne soupçonne même pas qu'il pourrait soutenir le Mali, comme par exemple les pays du Golfe ou par exemple l'Égypte. Donc je pense qu'en fait, il n'est pas dans l'intérêt de la France de s'engager sur ce chemin-là, mais le Mali, lui, il est prêt. Sauf qu'il n'a pas besoin d'en parler, de le claironner, d'avoir une rhétorique guerrière, c'est pas important. Le Mali a besoin d'avoir une rhétorique qui est propre à l'Afrique, c'est une rhétorique de gens civilisés. Mais d'élaborer, il a déjà élaboré, je peux vous l'assurer. Demandez aux amis maliens que vous avez différents scénarios de sortie de cette crise et différents scénarios de recouvrement de la souveraineté du Mali sur son territoire. Ce qui s'est passé avec les dénonciations dont parlait le ministre Diop, c'est un des scénarios. Il y en a beaucoup d'autres et d'ici peu, en tout cas au plus tard le 2 août, ou au plus tard le 2 mai, la France et le Mali n'auront plus d'accord de convention militaire. Et d'ici le mois d'août, la France devra avoir libéré le territoire du Mali. À ce moment-là, si la France ne l'a pas fait d'ici le mois d'août, vous verrez la réaction du Mali. Croyez-moi, différents scénarios existent, mais le Mali n'a pas besoin d'en parler. Et la rhétorique guerrière, ce n'est pas le mode de vie africain. Ce qui est le mode de vie africain, c'est toujours de penser d'abord à la vie. Et c'est en pensant à la vie, croyez-moi, qu'on se prépare le mieux à comment la protéger. Issa Diawara, je vous renvoie la parole. S'achemine-t-on vers un accrochage entre les forces armées maliennes et l'armée française? Je pense avoir répondu même dans des plus petits détails à cette question. J'avais dit que il y a deux options sur la table. Au cas où la France reconnaît cette décision du Mali, c'est-à-dire la dénonciation, là, il y a moins de risques. Et si la France ne reconnaît pas, il y a plus de risques. Mais vous savez, ce que le docteur vient de dire tout de suite, les différents scénarios, c'est effectivement dans le plan de riposte, qui a été élaboré par les autorités du Mali quand il y a eu ces sanctions de la CEDEAO et même de la France. Il y a un appelant qui a posé une question, permettez-moi de répondre. Pourquoi le choix du Togo, je le vois un peu frustré. Je vais juste vous dire que moi je ne suis pas là en tant que représentant officiel de l'autorité du Mali, je suis un activiste panafricain, je suis un analyste politique, donc nous essayons d'analyser différents scénarios, les différentes options qui se présentent à nous. Donc je pense que les autorités du Mali, il faut faire confiance à ces jeunes colonels, il faut vraiment faire confiance à ces jeunes, ils sont méthodiques, ils sont stratèges, ce sont des stratèges faits. Il faut comprendre, c'est pourquoi vous savez, c'est par exemple le cas de la MINUSMA. S'il ne tenait qu'à moi et ça,
Dès ce soir, on quitte la CEDEAO, on quitte les CFA, on quitte la MINUSMA. Mais il y a une procédure, il y a une méthode. Il faut avancer sûrement, lentement. Je passe le combat avec la France, c'est pas un combat de pression, mais c'est surtout un combat très stratégique. Et je pense jusque-là, les autorités du Mali ont toujours marqué des points, ils ont toujours gagné. C'est pourquoi vous allez comprendre qui devait s'en douter que pendant tout ce temps, malgré ses bras de fer, le Mali n'avait pas encore dénoncé des accords qui nous liaient avec la France. Donc la confrontation, je pense, avec la France, oui, la confrontation elle est existentielle. Plus jamais rien ne sera comme avant. Et c'est pour tous les restants de la vie. Mais maintenant, cette confrontation, ça serait peut-être à des degrés différents. Ça dépendra des régimes qui seront en place au Mali. Mais c'est une confrontation qui peut connaître peut-être d'accalmie suivant les régimes en place au Mali ou bien en France. Une confrontation à vie, une confrontation existentielle. Rien ne sera plus jamais comme avant. Que la France ne va plus réoccuper le Mali. Donc le Mali ne va pas accepter d'être un pays latin de la France. Ça ne va plus se faire. Maintenant, comment le défi pour les autorités du Mali dans cette confrontation, c'est voir comment mieux faire sans la France. C'est là où nous devons réussir 10 fois plus mieux que quand nous étions avec la France. C'est ce défi qu'il faut relever. Et le défi pour nous, c'est de voir sur qui s'appuie aujourd'hui en Afrique. Comme c'est le cas déjà, nous appuyons déjà sur l'Algérie. Les autorités du Mali sont sans doute en train de voir les partenaires les plus fiables. C'est pourquoi nous sommes ouverts à tous les partenaires. C'est voir peut-être comment atteindre notre objectif national et l'objectif panafricain que nous sommes fixés. Comment le Mali peut atteindre ce qu'il s'est fixé comme objectif sans la France et ensuite comment réussir les défis africains qui s'est imposé à nous. Donc voici entre autres les terrains, en tout cas pour moi, c'est dans cela aussi qu'il faut voir la confrontation. Elle n'est pas que militaire, la confrontation elle est beaucoup plus sur le plan des défis. Donc les forces armées françaises, je pense dans 6 mois, ça serait un souvenir. Un souvenir, la France va partir, elle n'a pas le choix. Quoi qu'elle fasse, elle va se retirer du Mali. Maintenant, c'est l'après-France aussi qu'il faut voir. Comment réussir, comment faire mieux que la France. C'est que Modibo avait déjà réussi. C'est pourquoi ils sont venus faire un coup d'État à Modibo, arrêter cela. Maintenant, comment réussir sans la France? Comment sécuriser le Mali sans la France? Comment sécuriser le régime qui va venir après la France, et après la transition et sans la France? C'est un peu cela. Comment ne pas permettre à la France de revenir? Comment nous entourer des partenaires fiables d'Afrique? Et comment récupérer les autres États africains? Parce que c'est la bataille de l'Afrique aussi qui se joue dans cette histoire. Il y a déjà quelques Africains qui sont totalement Mali. Comment rejoindre ces cercles? Comment former un bloc pour libérer toute l'Afrique? Donc c'est un peu cela le défi. Et qui dit toute l'Afrique libérée, l'autre côté vous aurez la France immédiatement qui va se retrouver dans une situation de précarité, dans une pauvreté extrême. La France ne va plus figurer dans les 20 États, dans les G20. Donc et de la France, beaucoup des États européens vont tomber. Donc c'est dire que l'avenir du monde c'est du côté de l'Afrique. Maintenant c'est ce qui se prépare, c'est la bataille pour ce nouvel ordre mondial qui se joue. Donc les énervements, la couleur, les palpitations de la France, nous les comprenons, nous en sommes préparés, mais je pense que cela ne va pas dévier le Mali de son chemin. Nous sommes fixés des objectifs, tant au niveau national qu'au niveau africain. Et je pense que ces objectifs seront atteints. Merci. On va lire quelques messages des internautes sur nos différentes plateformes, notamment la plateforme Facebook d'Afrique Média. Samy Varela souligne: la peur a définitivement changé de camp. Les pillards sentent la fin de leur récréation. Notre intervenant, Loaleka, qui dit: voilà docteur, une rupture radicale, c'est tout. Sans doute pour revenir sur les propos du docteur Mbele, qui a parlé d'une rupture radicale des rapports entre la France et le Mali. Un autre internaute qui dit: quelle civilisation? Attaquons une fois, mettons une fois un thème à la France. Un autre intervenant, un autre internaute qui dit: j'ai l'impression que les Africains aiment la philosophie en mourir que de combattre. Il est temps de se lever. Un autre internaute félicite le docteur Yatimba en soulignant: avec votre stratégie, on comprend pourquoi
les choses avancent véritablement. Voilà le message de façon brève, le message d'un internaute à l'endroit du docteur Yantimba. Le peuple malien est prêt à se sacrifier jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre la souveraineté malienne. Il s'agit là de Youssef Camara. On va se limiter à ça pour le compte de la lecture des messages de nos internautes sur Facebook. Vous le savez si bien, ce programme est diffusé en live sur nos différentes plateformes, notamment la plateforme Facebook. Merci infiniment, chers messieurs. Dr Yantimba, analyste politique, merci pour votre disponibilité. Mais je vous en prie, c'est normal. Dr Belek, merci d'avoir répondu présent. C'est un plaisir, mais je veux quand même dire une chose. C'est quoi l'Afrique? L'Afrique, c'était la première humanité, donc on n'a pas besoin de la redéfinir. Et je dis que le Mali est déjà en guerre, comme tout le continent africain. On ne peut pas vivre la paix dans des conditions d'esclaves. Parce qu'on a votre monnaie, on a vos matières premières, on vous impose les prix, vous êtes sous-payé, vous vivez mal. Oh, non. Vous n'avez même pas droit au chapitre au niveau des instances internationales, parce que même celle qui est continentale est contrôlée de l'extérieur. Je ne sais pas l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Donc, quand un continent est en guerre, en français on dit justement, nous parlons français, à la guerre comme à la guerre. Et en tant qu'homme, on n'a pas peur de faire la guerre. Et on la fera, on la gagnera. J'en suis sûr. Merci une fois de plus, Dr Yantimba, Dr Belek, vous êtes astrophysicien. Merci infiniment, Madame Linda Labaoui, pour votre participation. Merci. À vous revoir. Au revoir. Vous êtes analyste Issa Diarra, vous êtes activiste panafricaniste. Merci pour votre disponibilité. Et bien sûr, nous remercions infiniment Monsieur Yeri Bokoum, qui est journaliste. Merci pour votre participation. Merci pour vos différentes interventions dans le cadre de ce programme. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme panafricain des Premières Dames. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur la télévision panafricaine. Au revoir.